Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview de la saison 2024-2025 de la Ligue Imoli Star League. Jour après jour, club par club, on fait une preview, c'est-à-dire qu'on présente les équipes qui composent la première division française, l'élite française, si je puis dire. Et aujourd'hui, dans cette élite, on commence à atteindre doucement, tranquillement, un petit peu le nombril, le ventre mou, le centre du classement, puisque aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la huitième preview sur les 16 équipes que je te présente. Et on va commencer par l'équipe de Saint-Raphaël. Commencer. En fait, là, on commence la vidéo, mais avec Saint-Raphaël, justement, qui va faire l'objet d'une analyse avec plusieurs séquences à l'intérieur. Tu commences à connaître maintenant le rythme des vidéos sur cette série. C'est d'abord le Yago, regarde ce qui s'est passé par le passé, justement. Après, on enchaîne avec les joueurs qui sont partis, l'effectif actuel. On va se poser une grosse question dans le Money Time, à savoir quel est le projet, notamment pour Saint-Raphaël. En fait, en gros, la grosse problématique de l'équipe pour cette saison, compte tenu de la dynamique qu'il y a eu. On va faire le focus sur un joueur en particulier. Tu vas voir qu'il va falloir être bon en maths, il va falloir sortir ta calculatrice pour le cas de Saint-Raphaël. Et après, simplement, je te prédis le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour cette saison pour Saint-Raphaël et pourquoi? Eh ben, je t'invite déjà à rester avec moi, sinon tu peux skipper jusqu'à la fin de la vidéo. Mais d'abord, tu vas voir que c'est intéressant de comprendre d'où on part. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager l'écran tout de suite. Maintenant, tu commences à comprendre ma routine habituelle pour qu'on puisse entrer dans la conversation au sujet de ce Raphaël. Voilà, on y est, on y vient. Ah bah tiens, j'ai même pas mis la slide comme il faut, tu vas voir, j'ai déjà avancé un petit peu. Tu vas voir, on va se reparamétrer ça tranquillement. Voilà, présenté, on est bien et je remonte. Voilà. C'est du live, comme d'habitude. Donc, 16 previews vers les étoiles, c'est le nom de la série. Et aujourd'hui, on présente le club créé en 1963, le Saint-Raphaël Var Handball. Magnifique région, soit dit en passant. On enchaîne et donc le Yago. Dans cette séquence, on revient sur le bilan de la saison passée, la saison 2023-24 pour Saint-Raphaël, qui s'est conclue à la 9e place au classement, donc bien au centre de la Ligue Imoli Star League. Et Saint-Raphaël, tu vas voir que vous n'avez pas forcément habitué à ça ces dernières années. Et donc 9e, 28 points, 30 matchs joués, 11 victoires, 6 nuls et 13 défaites, avec un bilan bien irrégulier, tu verras ça. Alors oui, Saint-Raphaël a scoré à 988 reprises, mais c'est surtout 1018 buts encaissés. 1018. Il n'y a que Dijon, dernier du classement qui est relégué en Pro League, qui a fait pire. Là, ça va être un gros sujet à Saint-Raphaël et on va poser le constat et on va voir comment on peut améliorer les choses, en tout cas, dans l'absolu pour Saint-Raphaël, sans rentrer trop dans la tête de Benjamin Brault, le coach, mais on va faire en sorte que, voilà, on va poser l'objet, en faire un diagnostic et on va voir peut-être commencer à répondre à quelques questions. Ensuite, quand on regarde la saison de Saint-Raph, la plus grosse victoire, c'est lors de la 7e journée contre Dijon, 36-31, c'était le 20 octobre. Et la plus grosse défaite, alors la plus grosse défaite en termes d'écart de but, c'est-à-dire que Saint-Raphaël a pris -8 à Paris lors de la 24e journée le 12 avril, et ce match a été au milieu d'une série qui était assez, voilà, assez coton pour Saint-Raphaël, et surtout que quand on se rappelle de cette date-là, ce match était diffusé sur beIN. C'était Adrien Dipanda et Nicolas Karabatic qui ont été célébrés ce jour-là, nos deux illustres anciens. Aujourd'hui, maintenant, au moment où je te fais cette vidéo, les deux sont retraités aujourd'hui, mais c'était la dernière rencontre de Adrien Dipanda à Coubertin face à Nicolas Karabatic, sachant qu'ils ont une belle histoire tous les deux. Donc c'était un moment assez émouvant, un moment assez saillant de les voir ensemble à ce moment-là. Et bref, Saint-Raphaël a perdu, mais il y a d'autres choses à dire à part ce petit moment émotion. On va creuser les histoires dans quelques instants, et pas plus tard que maintenant d'ailleurs, puisqu'on va se faire le film. Là, je reprends mes petites notes, mon petit cahier. Et le film de la saison de Saint-Raphaël a commencé par une défaite. Lors de la première journée, contre Nantes, tu perds de -5. Comme je le dis souvent, ce sont des choses qui arrivent de perdre contre l'une des deux meilleures équipes du championnat. La première victoire est survenue après ce match. Donc, il y a eu réaction et ça pouvait être que contre une équipe qui, forcément, allait jouer et défendre sa place. C'était Saran qui s'était présenté à la salle Jean-François Krakowski à Saint-Raphaël. Saran s'est incliné sur le score de 29-27 et
là, ça commence à être sympa puisque depuis cette victoire, il y a une série de 6 matchs sans défaite qui s'est enclenchée. Et on se dit, tiens, ça y est, Saint-Raphaël commence à reprendre un petit peu sa dynamique d'antan, reprend son lustre, tout ça. Et en fait, il y aura 4 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls, ça aura été contre Dunkerque de 38 partout, et à Créteil, par contre, qui se bat pour le maintien, 37 partout. Mais tu commences à remarquer quelque chose. 38, 37, ça commence à faire beaucoup. En fait, Saint-Raphaël, en moyenne, a encaissé 34 buts par match, quasiment. Quasiment 34 buts par match. Il y a un adage, notamment dans le basket, que j'aime bien entendre, en fait. C'est un adage qui marche beaucoup dans les sports à points fréquents. Dans les sports à points rares, comme le foot, ça ne marche pas trop. On peut discuter davantage. Par contre, l'adage qui dit que l'attaque construit des victoires, mais la défense permet de gagner des titres, là, alors, il ne s'agissait pas de dire que Saint-Raphaël allait être champion de France, hein, devant Montpellier, Nantes et le PSG, mais au moins, il pouvait s'assurer nettement une meilleure position avec une meilleure défense. On peut déjà commencer à se poser la question à ce stade de la saison. Alors, la série de 6 matchs sans défaite a été interrompue à la 8e journée avec une défaite de -5 à Toulouse, 34-29. Mais pareil, tu prends 34 buts, tu en prends beaucoup. Lors de la 9e journée, tu repars, en fait, avec une victoire contre le PAUC, 29-28. Tu fais nul à Montpellier. Ça, c'est un des gros points positifs de la saison. C'est d'aller chercher un point du côté comment dire, du FDI Stadium de Montpellier, 35 partout. Et là, tu te dis, tiens, une belle série, ok, on a perdu à Toulouse, hein, ça peut arriver, on peut perdre une fois de temps en temps, mais le jeu, il est super virevoltant, comme je t'ai dit, 988 buts marqués, c'est que ça va scorer, ça cavale, ça court dans tous les sens, Mickey Brassler, Chema Marquez, super, c'est magnifique, on envoie Raphaël Cocheteux, on va y revenir un peu plus tard, on envoie, mais par contre, c'est le saloon, c'est le hall de gare en défense, tu prends énormément de buts, et patatras, tu rechutes contre Nîmes, 33-31. Alors, tu vas te reprendre après contre Chartres, de +3. Tu vas après confirmer contre Limoges, 39-37. Mais de nouveau, là, tu te prends... Alors, ils n'ont perdu que de 7 buts. Statistiquement, ce n'est pas la plus grosse défaite. Mais cette défaite, lors du match aller, donc à la salle Pierre de Coubertin à Paris, contre le PSG, défaite 45-38. Tu m'as bien entendu. 45-38. 83 buts dans un seul match. À Paris, tu marques 38 buts et tu perds. C'est à ça qu'il faut... Voilà, le match est spectaculaire, il n'y a pas de problème. C'est formidable de voir autant de buts comme ça. Et en plus, c'est varié, ça va dans tous les sens. Ça explose de partout. Mais tu en prends 45 quand tu en marques 38. Et donc, forcément, tes ambitions, tu ne peux pas aller viser une place européenne avec autant d'irrégularité. Surtout que si on se focus sur ce match, on voit que pour le Paris Saint-Germain, ben, Elohim Prandi a scoré à 11 reprises, Camille Chibzac a marqué 8 buts, Steins 6, Ferran Solé 5, et de ton côté, du côté de Saint-Raphaël, ben, tu as Drévi Pachal qui a marqué 7 buts, tu as Johan Maresco 6 buts, Mickey Brassler 6 buts, et tu as, qui d'autre? Ouais, Nick Enigman, 5 buts. Voilà. Et par contre, pour la petite anecdote, Raphaël Cocheteux n'a pas marqué dans cette rencontre. Mais on va revenir plus tard sur lui, tu vas voir, t'inquiète, j'ai pas fini. Et à la mi-saison, tu te reprends à domicile, enfin, tu te reprends à l'extérieur, plutôt, tu gagnes une belle victoire à Chambéry, mais écoute le score, 39-35. Tu en prends encore beaucoup. Mais ça gagne, ça passe. La trêve internationale, la reprise en février, et là, par contre, c'est une séquence très irrégulière. Tu gagnes +5 à Saran, tu perds -4 à Nantes, tu gagnes +1 à Chambéry, tu perds -3 à Limoges. Et, par contre, note bien la 20e journée, puisque la 20e journée, ce sera tout simplement la dernière victoire de Saint-Raphaël dans ce championnat. Puisque Saint-Raphaël s'est imposé contre Ivry, +2, mais après, on ne verra plus Saint-Raphaël gagner de la saison. 9 victoires, 10 matchs sans victoire. Alors, il y a eu des matchs nuls. Tu vas voir, on va décrire un petit peu la série. En fait, tu commences par perdre -2 à Nîmes. Tu fais un premier match nul à Cesson avec une bonne défense, 26 partout. Tu enchaînes après avec la deuxième, entre guillemets,
défaite volumineuse contre Montpellier, autant tu as perdu 45-38 à Paris. Là, tu perds 42-38, tu remarques à nouveau 38 buts et tu perds contre Montpellier, à la maison. Là, c'est intéressant de regarder parce qu'un des matchs à plus de 40 buts, c'est intéressant de voir, mais qu'est-ce qui s'en est le mieux sorti? Et quand tu regardes à Montpellier, Stas Koubé a mis 9 buts, Brian Monté 8 buts, Yanis Len 8 buts, et de ton côté, tu as Mickey Brassler qui a atomisé, c'était le meilleur marqueur de la partie, 12 buts, et Chema Marquez 6 buts. Ok, tu te dis que à Saint-Raphaël, on peut rivaliser, enfin, on peut répondre par un défi hyper rapide d'attaque, montée de balle et tout, on enchaîne. Mais seulement derrière, ça ne suit pas. Ça ne suit pas du tout. C'est beaucoup trop léger pour pouvoir prétendre à une place européenne. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, et surtout, comme je t'ai dit, là, on est au milieu d'une série de 10 matchs où tu gagnes pas. Donc, tu n'avances pas. Et donc, la fin de saison, ben, ça va être un petit peu, ça va pas être terrible, hein. Donc, comme je te l'ai dit, ça va s'enchaîner avec, notamment lors de la 25e journée, un match nul contre Toulouse. Tu vas avoir un autre match nul lors de la toute dernière contre Chartres, 35 partout. Mais après, tu perds quasiment tout le temps, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Saint-Raphaël, malheureusement, ne parvient pas à revenir dans ses standards habituels et vit son plus mauvais classement depuis sa remontée dans l'élite. Et on part d'une équipe qui fait sa 19e saison en Star League. C'est compliqué de pouvoir après exister, de prétendre à quelque chose parce que les équipes devant toi, eh ben, elles prennent pas autant de buts que toi. Donc là, il faut commencer à se poser de vraies questions. Et justement, sur le dernier match à domicile donc de Saint-Raphaël contre Chartres, on aura vu quand même Raphaël Cocheteux qui a scoré à 9 reprises dans ce match, mais les 3 derniers buts d'Adrien Dipanda, c'était aussi un moment très émouvant quand Adrien Dipanda raccroche et c'est stable et que il va pouvoir se consacrer. Et j'ai entendu dans un podcast de la Ligue d'ailleurs, qu'il avait monté une entreprise de déboustication du côté de Saint-Raphaël. Et j'aime les joueurs qui entreprennent, qui savent répondre à des besoins en plus de ça. En plus de gérer sa fin de carrière du côté donc de Saint-Raphaël, donc sa carrière de joueur, il a réussi à trouver le temps, comme quoi c'est possible d'avoir deux, trois activités qui ne se marchent pas dessus et justement d'être performant dedans, puisqu'en plus de ça, sa boîte cartonne. Donc là, pour le coup, bravo Adrien, si tu vois cette vidéo, j'aimerais bien t'avoir en podcast un de ces quatre, hein, juste d'entrepreneur à entrepreneur. On pourra parler de deux, trois choses ensemble. Voilà, mais pour en revenir à Saint-Raph, en gros, l'histoire, elle est moche, quoi. Enfin, c'est la fin de saison, elle était un petit peu moche. Ça aurait dû se finir beaucoup mieux que ça, mais trop de buts encaissés. 1018 buts, tu peux pas espérer mieux qu'une neuvième place au classement, et ça note un léger déclassement de Saint-Raphaël par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Saint-Raphaël, on parle d'un club qui était quasiment européen tous les ans pendant les années 2010. Il y a même eu une quart de finale de Coupe EHF à un moment donné. Saint-Raphaël comptait dans le handball français, et là, il y a un léger déclassement qu'on est obligé de constater, qu'on est obligé de noter. Alors, on va rentrer dans le détail de l'effectif. Maintenant, on va regarder les départs. Le Palais des Sports, Jean-François Krakowski ne pourra plus voir Xavier Armani, Casper Kissoum, Nick Enigman, et ainsi que Michael Robin. Donc là, comme il a été cristolien à un moment, donc Michael, salut à toi, qui a pris sa retraite, le gardien de but, et Adrien Dipanda, donc je t'ai déjà fait une petite litanie. Pareil, joueur exceptionnel, international, voilà, qui a joué à Barcelone, qui nous a fait rêver Adrien Dipanda pendant toutes ces années. On te souhaite tout le meilleur pour la suite et ce sera avec immense plaisir de partager un moment en balle ensemble à tout instant. Mais bravo pour ta super carrière, Adrien. C'était beau de te voir à ce niveau-là. Et maintenant, on va se concentrer sur le présent, le set de platine. Alors, l'effectif est rajeuni, 24 ans de moyenne d'âge à peu près. Et on va commencer par le poste de gardien. Tu as Rangel Darosa, le Brésilien, qui est là. Et on a Alexandre Demaille, en provenance de Nîmes, qui vient compléter et qui a signé pour 2 ans dans les buts de Saint-Raphaël. Donc on maintient un certain niveau. Aussi, Alexandre a de bonnes statistiques. Il s'agit aussi donc de consolider un petit peu la défense avec un gardien expérimenté. De gauche à droite, la base arrière. La nouveauté, un nouveau joueur, Quentin Coleman, le Belge, qui arrive et qui vient faire la doublette avec Benjamin Bataille. On a en demi-centre Chema Marquez et Sergio Pérez, notamment, qui viennent alimenter la création du jeu, surtout que Chema Marquez, c'est rien de moins que le meilleur buteur de Saint-Raphaël, donc un joueur hyper spectaculaire, beau à voir, voilà, qui est très efficace en plus par-dessus le marché,
Et de l'autre côté, sur le côté droit, le Suédois Andreas Lang, qui vient faire la paire avec Mickey Brassler aussi, une scoring machine, et aussi également Mickey Brassler. L'homme du 93, international algérien, Mickey Brassler, aussi, on aura besoin de lui pour Saint-Raphaël, pour que Saint-Raphaël revienne vers des sommets supérieurs, beaucoup plus que cette 9e place où on l'a laissé la saison dernière. On passe maintenant à la base avant. Pareil, de gauche à droite. À gauche, l'inénarrable, l'inamovible, l'inoxydable, l'homme en Kevlar, en titane, Raphaël Cocheteux, le capitaine de cette équipe. Et tu vas voir que dans la séquence qui suit, tu vas voir après de qui je vais faire mon focus, parce que là, je ne peux pas passer à côté de ce monsieur. Alors, Drevi Pachal vient faire la paire avec lui sur le côté gauche de l'aile. Salut Drevi. Et au poste de pivot, Jonathan Mapou, Johan Maresco, on les connaît bien, deux bagarreurs, deux battants, en même temps des défenseurs solides, costauds, mais il faut qu'on les aide hein, quand même. Il faut que ce soit beaucoup plus... quand même, il faut que ça replie davantage, il faut que ce soit bien concentré en défense. Et à l'aile droite, Arthur Vigneron et Martial Caïs aussi, qui vient d'arriver au club. On enchaîne avec maintenant... euh, juste avant d'enchaîner. Respect à Benjamin Brault, coach de cette équipe depuis 2022, qui forcément a voulu donner une identité hyper offensive à son équipe, sauf que là, en essayant de dynamiter un peu les choses, en faisant en sorte voilà, que Saint-Raphaël passe à un niveau supérieur, sauf que là, ça finit 9e, malheureusement. Alors oui, on a eu beaucoup d'émotions, ça a beaucoup scoré, mais voilà. Le résultat, à la fin, il est là. Son assistant, Charles Sellet. Et maintenant, on descend un peu. Et qu'est-ce qu'on constate? Oula, le money time. Comment en finir avec le déclassement? Parce que là, ça fait quelques vidéos, je te parle d'équipes qui sont dans le ventre mou, c'est-à-dire qu'elles sont bien plus fortes que les équipes de bas de classement, donc pour leur maintien, il n'y a pas grand-chose à craindre. Par contre, il manque beaucoup d'arguments pour pouvoir viser plus haut, viser les places européennes et être à la bataille avec les équipes qui sont justement dans ce créneau-là. Et bien sûr, pour le titre, les trois du haut, c'est juste même pas pensable, c'est pas accessible. Donc, comment en finir avec cette lente pente descendante pour Saint-Raphaël, ce retour un petit peu dans un ventre mou alors qu'elle l'avait laissé depuis plusieurs années. Pendant les années 2010, les années Saint-Raph, c'était juste exceptionnel. Donc, c'est une 19e année d'affilée en première division. Une équipe donc habituée à la Coupe EHF, l'ancienne European League aujourd'hui, dans les années 2010. Et donc, depuis 2019, il n'y a plus de Coupe d'Europe. On voit plus de Coupe d'Europe arriver du côté de Saint-Raph. C'est le ventre mou, et c'est le plus bas classement depuis la remontée en 2017. Donc, on a fait le constat, tu prends beaucoup trop de buts, ça c'est évident. Il va falloir donc resserrer les liens en défense, et il y a des joueurs a priori pour faire ça, donc il va falloir faire évoluer le projet de jeu dans ce sens. Tu peux pas prétendre à une place européenne. Sauf, bien sûr, alors là, c'est la règle, hein. Il y a des exceptions. Les règles, c'est fait pour avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions aux règles. Je n'ai pas les occurrences statistiques devant moi. Mais avec 1018 buts et la 15e défense de Star League, c'est beaucoup trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc, il va falloir impérativement resserrer ce point. Et compte tenu du niveau de la Star League, compte tenu des effectifs et des forces en présence autour, c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais malheureusement, tu verras que dans mon pronostic, je les vois mal faire ça. Comme je t'ai dit, je peux complètement me tromper. Mais là, compte tenu de la dynamique et de ce qui est proposé, euh, je dis pas qu'ils vont encaisser 1018 buts, ça va peut-être pas aller jusque-là, parce que si jamais, en plus de ça, sachant que ça fait 10 matchs d'affilée en Star League que Saint-Raphaël n'a pas gagné, donc il va falloir conjurer le sort assez rapidement. Mais ce que je te dis, c'est que là, en défense, il faut impérativement resserrer les boulons. C'est important. Et ainsi espérer tutoyer, voir un peu des équipes comme dans la même catégorie, du style de Nîmes, de Toulouse, des équipes qui vont jouer également à ce niveau-là, comme Chambéry. Elles ont des bien meilleures défenses que Saint-Raphaël aujourd'hui. Donc là, à méditer, à travailler, et on a hâte de voir la suite. Maintenant, focus. Mesdames, messieurs. Monsieur Raphaël Cocheteux, la légende Raphaël Cocheteux. Oui, Raphaël, si tu vois cette vidéo, je te mets au rang de légende. Alors oui, tu n'as pas été un international français avec des milliards de sélections, c'est pas de ça dont on parle. On peut être une légende dans son sport, une légende quand même, à un niveau où, quand dans ton club, tu as déjà une certaine longévité, et on va voir ça.
Raphaël Cocheteux, au moment où je te fais cette vidéo, il a 39 ans. Il aura 40 ans le 9 mai 2020. J'ai mis 24, 25, pardon. Ma slide, il faut la corriger. 2025, il aura 40 ans. C'est l'homme du club. Alors, il n'a pas été formé à Saint-Raphaël. Tu vas voir son histoire. Il est arrivé en 2007, alors que Saint-Raphaël était en deuxième division, en Pro League à ce moment-là. Il a été prêté par Montpellier. Et l'histoire, en fait, c'est parce que tout simplement, devant lui, à l'aile gauche, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait surtout un certain Michael Guigou à ce moment-là. Et donc, normal de vouloir du temps de jeu quand tu es un jeune joueur. Et donc, tu vas faire tes armes dans un club un petit peu plus modeste. En l'occurrence, la porte s'est ouverte à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, Raphaël Cocheteux, c'était écrit, tout simplement. Le Saint-Raphaël est depuis le meilleur scoreur de l'histoire de la Star League. L'Ikimoli Star League, à ce jour, 2477 buts. Il ne lui manque que 23 buts pour passer la barre des 2500. Et donc, c'est peut-être pour ça, là, c'est une déduction que je fais. Après, je ne suis pas dans la tête, je ne suis pas dans le secret du club, ce qui se dit, mais il a rempilé pour une année 23 buts à atteindre pour pouvoir toucher, tutoyer la barre des 2500 et ainsi augmenter, donner un peu plus de brillance à sa legacy. Alors là, dans ce cas-là, Raphaël, si tu atteins les 2500, chapeau, chapeau, chapeau. Mais en plus de ça, Raphaël, c'est pas qu'une machine à scorer, c'est donc le capitaine de l'équipe, donc garant de l'institution, garant sur le terrain de ce que représente Saint-Raphaël dans le handball français. Il a connu les meilleures heures du club et donc il va retransmettre ça forcément à ses équipiers. Mais au-delà de tout ça, il est très efficace. Il peut avoir des points de scoring très très hauts. Alors, en 23-24, il a joué tous les matchs. Donc, même s'il a un corps voilà, de 39 ans, il a joué tous les matchs. Et il a joué à scorer en tout et pour tout 126 buts. C'était le deuxième meilleur buteur après Chema Marquez avec le même nombre de buts que Mickey Brassler. Donc là, en plus de ça, on ne parle pas d'un vieux clopin-clopin. On parle d'un Raphaël Cocheteux qui pèse encore dans l'effectif. Et c'est ça qui est respectable. Il marque donc à 67,32% de réussite, soit à 2 tiers, c'est-à-dire que vraiment, c'est un très très haut niveau de volume et de scoring. Il score à 76,9% au 7 mètres. En gros, il marque chaque fois, enfin, quand il prend, enfin, voilà, il marque 3 fois sur 4 dans le temps pour terminer un petit peu, pour simplifier, vulgariser un peu tout ça. On parle donc d'un immense joueur du championnat qui est donc en fin de contrat cette année. Il avait rempli pour un an l'année dernière. On ne sait pas au moment où je te fais la vidéo, je ne sais pas s'il a décidé d'arrêter à la fin de l'année ou pas. On n'en sait rien. J'ai pas vu d'infos sortir à ce niveau-là, à moins que j'ai mal regardé. Dans ce cas-là, en commentaire, corrige-moi si tu as des infos supplémentaires. Est-ce qu'il va continuer? J'ai envie de penser que bon, tu t'arrêtes à 40, tu dépasses les 2500 buts, c'est bon, quoi. Ça commence à bien faire. Ça se pourrait, mais après, tu sais, les compétiteurs, hein, les handballeurs à ce niveau-là, pourquoi pas aller plus loin? On verra ça. En tout cas, on sera bien informé. Quoi qu'il en soit, Raphaël, total respect, big up absolu. T'es un boss. Absolu. Franchement, c'est cette longévité et cette efficacité en fin de carrière et compter comme ça autant, Raphaël, c'est juste magnifique. Et donc, le futur. Pour Saint-Raphaël, comme je te disais, j'ai du mal, compte tenu de l'effectif en place et de ce qui a été fait, j'ai du mal à voir Saint-Raphaël faire beaucoup mieux qu'un bilan de 10 victoires, 2 nuls et 18 défaites. Et donc forcément, creuser encore un peu plus son déclassement. Les victoires, je les vois contre Chartres, Ivry, Cesson, Toulouse, Dunkerque, Nîmes, Créteil, Istres et Tremblay 2 fois. Alors, j'ai eu une conversation à couteau tiré un petit peu avec la Roucoulette, qui lui voit Tremblay beaucoup mieux que ça. Euh, j'avais pas encore parlé à Clément de la Roucoulette quand j'ai fait ma preview de Tremblay, mais je vois des victoires de Saint-Raphaël avec énormément de buts, si on va dire le schéma de jeu orienté vers l'offensive est appliqué. Donc, ça va être des victoires justes, mais genre des 40-39 ou des 42-41, des choses comme ça, quoi. Des très, très gros volumes de buts. Et les 2 matchs nuls, je les vois contre Montpellier, contre Limoges, donc contre des gros, parce que Saint-Raphaël a une ADN d'un gros club. En fait, il lui reste encore des bribes d'un grand club qui a dominé, qui a été dans les hauts de la Liquimoli Star League. Donc, peut faire encore quelques petits éclats, mais à mon sens, je trouve que c'est pas encore assez pour pouvoir espérer mieux que ça.
Ça se trouve, comme je t'ai dit, je peux me tromper. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir en parler davantage. Et donc, pour conclure, le classement, donc forcément, avec toutes les prévues que j'ai déjà faites, on a donc 8 équipes de positionnées. Saint-Raphaël, je les vois à la 10e place du classement avec 22 points. Juste derrière, 10e place. Attends, mais j'ai fait ma slide avec mes genoux aujourd'hui. Le Saint-Raphaël est à la 11e place. Je les ai mis juste en dessous de Chartres, si jamais tu comptes bien le nombre de points. Donc, je te refais bien. Dunkerque 24, Chartres 23, Saint-Raphaël 22, Saint-Son-Rennes 21. Voilà. Saint-Raphaël est dans ce chapeau au-dessus des équipes qui vont lutter pour la descente, mais je ne les vois pas beaucoup mieux que ça dans le chapeau, voilà, vraiment moyen bas, quoi, vraiment, de Saint-Raphaël. C'est dommage parce que c'est quand même une grosse et belle équipe qui malheureusement a beaucoup de mal à retrouver comment dire, son prestige, mais il y a une transition qui va s'aborder, qui va se présenter à Saint-Raphaël, et donc forcément, il va falloir changer des choses, immanquablement, pour faire en sorte que Saint-Raphaël reparte. Maintenant, comme je t'ai dit, cette année, ça se trouve, ça peut être une année de fou furieux, et donc là, il déjoue tous les pronostics, et là, dans ce cas-là, c'est formidable, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais au vu de ce qu'on a vu, et compte tenu de la dynamique par rapport à ce qui s'est produit la saison dernière, et que là, on reste sur une série de 10 matchs sans victoire, il va falloir faire quelque chose très très vite à Saint-Raphaël pour conjurer le sort. Voilà pour cette preview de Saint-Raphaël. Je me retire, j'arrête de partager l'écran. J'en ai terminé pour l'équipe du Var. Si tu as aimé cette preview, comme d'habitude, tu commentes, tu fais part de ton avis et tu joues le jeu des pronostics à fond. Tu prends le calendrier, tu fais tes pronostics et tu y vas parce que c'est bien beau de dire ouais, mais toi tu dis ça, mais ça se trouve que. Mais il faut se lancer, prendre le temps de faire les choses. Tu verras, c'est un exercice qui est très intéressant. Ça nécessite forcément de t'intéresser aux équipes, ce qu'elles ont fait l'année dernière. Ça nécessite aussi de connaître leurs effectifs, l'efficacité des joueurs. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Et bien sûr, tu vois, il peut y avoir aussi des blessures. Ça, on ne le sait pas. C'est jamais écrit à l'avance. Et donc, c'est ça qui rend le truc aussi passionnant derrière. Donc, tu commentes, tu likes, tu partages cette vidéo, à tous ceux qui suivent le handball avec toi et tu t'abonnes à la chaîne, tu branches les notifications comme ça, tu n'en rateras pas une seule. Il reste 8 previews et cette fois-ci, on passe au haut du tableau et là, on va commencer à accélérer, on va s'intéresser un petit peu plus à l'Europe pour des équipes qui forcément vont avoir cet objectif à jouer derrière. Tu vas voir, on monte en puissance petit à petit. À très bientôt. Il y a d'autres vidéos qui vont t'intéresser sans doute sur le côté. Et oh là là, j'ai du mal. On revient très bientôt dans Enthusiastic, dans la série des 16 previews vers les étoiles. Allez, je suis parti de là. À très vite.